Alors cette méthode canonique, ce modèle canonique dont je parlais, et le terme de modèle canonique et paradigmatique est extrait d'ailleurs du livre de Silvia Marinozzi dont je viens de parler, puisque dans ce livre, elle explique, Silvia Marinozzi, donc c'est l'italienne qui a étudié comme ça ces techniques d'embaumement depuis le Moyen-Âge, explique le long cheminement de cette méthode depuis le haut Moyen-Âge, puisque il faut voir que les techniques d'embaumement qui étaient connues dans l'Antiquité, qui étaient héritées des Égyptiens, s'étaient perdues avec les grandes invasions, et que c'est seulement au début du Moyen-Âge, enfin vers le milieu du Moyen-Âge, qu'on va commencer à nouveau à, je dirais, embaumer, c'est-à-dire dans un premier temps simplement entourer d'aromates et de senteurs les corps des personnages illustres, non pas pour les conserver pour l'éternité comme faisaient les Égyptiens, mais au moins pour leur garder une certaine fraîcheur pendant les jours où on va les exposer au peuple avant de les enterrer. Et c'est vrai que dans la religion chrétienne, il va y avoir un peu une ambiguïté, parce que dans un certain sens, il ne faut pas toucher au corps qui est... enfin, c'est un peu considéré comme un sacrilège de toucher au corps, de l'embaumer, etc. Et en même temps, on va, par exemple, pour les reliques des saints, on va pratiquer des prélèvements sur les corps des saints, parce que justement ces corps sont considérés comme sacrés, etc. Et donc on va les découper, en faire des reliques, et très vite on va appliquer le même genre de technique, je dirais, au roi et aux personnages célèbres. Donc il y a un peu d'ambivalence là qui va s'augmenter au cours du Moyen-Âge. Toujours est-il que très très rapidement, et en particulier en Angleterre, avec les Plantagenets, avec Henri II Plantagenet, donc au XIIe siècle, on a l'apparition de cette technique d'embaumement par ouverture, par éviscération, dont je parlais tout à l'heure, et qui consiste donc à ouvrir l'abdomen et le ventre, ouvrir le crâne pour enlever les viscères qui peuvent se putréfier, les remplacer par des aromates, par de l'étoupe, etc. Donc refermer tout cela et enterrer. Donc le cœur est mis à part aussi d'ailleurs, parce que le cœur a une signification particulière. Donc on va avoir comme ça, à partir des Plantagenets, en Angleterre, et ensuite ça va venir en France, à partir de Jean Delbon, en particulier de manière très, très documentée au niveau des archives, on va comme cela avoir des sépultures multiples, c'est-à-dire que le même personnage va avoir son cœur qui sera enterré dans un certain monastère, le corps dans un autre, à Saint-Denis en général pour les rois de France, et puis les entrailles, soit à Saint-Denis, soit à d'autres endroits, ce qui permettait finalement d'honorer un certain nombre de monastères, de multiplier les lieux non pas de culte, parce qu'on ne rendait pas un culte au roi, mais disons les lieux de prière, et d'apporter à ces monastères une certaine notoriété, parce qu'ils possédaient le cœur. Par exemple, le cœur de Blanche de Castille va être déposé au monastère du Lys, qui était à côté de Melun, qui a disparu maintenant. Voilà, donc on avait cette idée déjà de tripartition, finalement, pour reprendre un terme qui désigne autre chose, mais des cadavres royaux, donc dès le Moyen-Âge. Ce qu'il y a, c'est que, effectivement, au niveau des archives, on a finalement peu de descriptions complètes du processus qui était employé à l'époque. L'archéologie, l'archéologie funéraire qui est de plus en plus développée maintenant, montre que dans de nombreux cimetières médiévaux ou du début de l'époque moderne, on voit apparaître des crânes sciés et des procédés d'embaumement donc sur les ossements qui restent. Et donc ça pallie les manques de documents, d'archives que l'on peut avoir, qui sont souvent lacunaires, qui sont souvent peu explicites sur les procédés qui étaient employés exactement. À partir du XVIe siècle, on va avoir malgré tout, dès le début du XVIe siècle, là déjà des procès-verbaux d'autopsie et d'embaumement, beaucoup plus complets, beaucoup plus riches, qui permettent d'établir que la craniotomie donc, a été employée de manière assez systématique dès le début du XVIe siècle. On l'a avec le dauphin fils de François Ier, on a avec François Ier aussi, avec Henri II, qui d'ailleurs avait été blessé au crâne, donc l'examen de son cerveau avait
été particulièrement intéressant. Les 4 fils d'Henri II et de Catherine de Médicis ont aussi subi une craniotomie après leur mort. Catherine de Médicis elle-même va en subir une, donc lorsqu'elle mourra. La mère de Henri IV, Jeanne d'Albret, aussi. Marie-Élisabeth, la fille de Charles IX, morte enfant en 1578 également. Le cardinal de Vendôme, donc, qui était un cousin germain d'Henri IV, qui meurt en 1594, va également subir une craniotomie. Là, c'est intéressant parce qu'il y a un petit opuscule qui a été publié juste après sa mort, qui réunit 4 procès-verbaux d'autopsie de ce cardinal de Vendôme, donc mort en 1594. Et sur ces 4 procès-verbaux d'autopsie, les 3 premiers décrivent ce qu'on a fait sur ce corps, mais les 3 premiers ne parlent pas du crâne. Il n'y a que le 4e qui nous dit que le crâne a été également ouvert. Donc ce qui prouve que le fait que dans un procès verbal d'autopsie, la craniotomie et l'aspect du cerveau ne soient pas indiqués, n'est pas quelque chose qui infère automatiquement qu'on n'a pas fait de craniotomie. C'est simplement parce que ces autopsies étaient finalement assez succinctes, qu'on avait souvent pas grand-chose à dire sur l'état du cerveau. Et donc, dans certains textes, on le passait sous silence. Ça ne voulait pas dire qu'au moment de l'embaumement, ensuite, le crâne n'était pas ouvert. On a alors quelque chose que j'ai découvert, que j'avais vu nulle part, qui est très intéressant, c'est que le 15 juin 1610, donc quelques jours seulement après, enfin quelques semaines après l'assassinat d'Henri IV, meurt un personnage pas très connu qui est le demi-frère, le frère bâtard d'Henri IV, qui est Charles III de Bourbon, qui avait été archevêque de Rouen et qui est mort à l'abbaye de Marmoutier à côté de Tours. Donc il meurt quelques semaines après son demi-frère ce qui est intéressant, donc il était fils d'Antoine de Bourbon et de la belle Rouet, qui était une dame de compagnie de Catherine de Médicis. Il était très proche de son demi-frère, qui l'avait couvert d'honneur et auquel il était très attaché. On peut penser que l'assassinat d'Henri IV a peut-être précipité sa propre mort. Toujours est-il que des fouilles archéologiques ayant été faites à Marmoutier dans les années 70, eh bien, on a redécouvert le tombeau de ce Charles III de Bourbon et le crâne y était scié. Donc le fait que quelques semaines après la mort d'Henri IV, son propre frère, son demi-frère, subisse cette craniotomie, bon, c'est aussi un élément quand même qui montre que c'était une pratique extrêmement courante, extrêmement codifiée à l'époque et qu'il aurait été très étonnant qu'Henri IV n'y soit pas soumis et que n'y étant pas soumis, on n'en ait pas parlé en disant Henri IV, par extraordinaire, on a laissé son visage, sa tête entière et intacte. D'autant qu'au cours du XVIIe siècle, les craniotomies vont être très régulières. L'année suivante, en 1611, le 17 novembre 1611, on a la mort du duc d'Orléans, le deuxième fils d'Henri IV et de Marie de Médicis, qui est mort à l'âge de 4 ans. Celui qu'on appelle Nicolas d'ailleurs, et que même le professeur Bablon appelle Nicolas dans sa biographie d'Henri IV, alors qu'il ne s'est jamais appelé Nicolas, il n'avait pas de nom, parce qu'à l'époque où on nommait les princes, au moment de leur baptême solennel, ils étaient ondoyés à la naissance, mais ils recevaient un prénom au moment de leur baptême solennel, qui était à l'âge de 4 ou 5 ans. Ainsi, Louis XIII ne s'est appelé Louis qu'au moment de son baptême, à l'âge de 5 ans. Avant, il était Monsieur le Dauphin, et on ne savait pas s'il s'appellerait Louis ou Henri, etc. Donc ce N, ce qui veut dire inconnu, N non nommé, quoi, de Bourbon, N d'Orléans, duc d'Orléans, qui est devenu Nicolas au XVIIIe siècle sous la plume d'un copiste qui s'est trompé, et ensuite ça a été recopié par tout le monde, donc il ne s'appelait pas Nicolas. Ce Nicolas, ce N d'Orléans, donc qui meurt à l'âge de 4 ans en 1611, eh bien, dans son procès verbal d'autopsie, il a le crâne scié, et sa mère, Marie de Médicis, et on verra pourquoi j'insiste là-dessus, n'a pas du tout hésité à lui faire ouvrir le crâne, comme la tradition l'exigeait pour son autopsie et pour son embaumement. Quelques années plus tard, en 1627, l'épouse de Gaston d'Orléans, donc Marie de Montpensier, subit aussi une craniotomie. Marie de Médicis elle-même, qui meurt à Cologne en 1642, son cadavre et son crâne est ouvert. Richelieu en 1643 également. Pour Louis XIII, qui meurt en 1643, on n'est pas sûr non plus, c'est comme pour Henri IV,
parce que le procès-verbal d'autopsie ne fait qu'énumérer les accidents reconnus pour véritable cause de son décès. Donc on a un petit doute aussi sur le fait qu'il aurait subi une craniotomie, mais encore une fois, on nous dit que toutes ses viscères ont été enlevées et qu'il a été embaumé selon les règles. Donc, a priori, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas subi cet examen qui va être ensuite subi par tous les rois et toutes les princes, jusqu'à Louis XVIII compris. Louis XVIII, sauf Louis XV, puisque Louis XV étant mort de la variole dans des conditions, enfin, son corps était assez purulent et assez peu étudié. Donc, les médecins ont dit. Étant donné l'état du corps, on ne va pas risquer d'attraper la variole, donc ils se sont contentés de mettre le corps dans le cercueil, avec beaucoup de sel d'ailleurs, ce qui a fait que le corps, contrairement à ce qu'on a pensé, a été assez bien conservé grâce à cela, parce que ce sel a un peu absorbé les humeurs. Et d'ailleurs pour Henri IV, et là c'est une petite parenthèse que je fais, le corps d'Henri IV s'est retrouvé en très bonnes conditions aussi lorsqu'il a été exhumé enfin pas exhumé d'ailleurs parce qu'il n'était pas dans la terre, il était profané, disons, hein, en 1793, parce qu'on avait déposé du son dans le fond du cercueil, hein, on a dit qu'il y avait du son, et le son avait dû absorber aussi un certain nombre d'humeurs comme ça, et empêcher une putréfaction trop sévère. Donc, on voit que cette méthode canonique, ce procédé canonique d'Ambroise Paré a été suivi avec une grande régularité pendant tout le XVIIe et le XVIIIe siècle, avec de très rares exceptions. Donc j'ai parlé de Louis XV, on pourrait parler aussi d'Anne d'Autriche, qui dans son testament a dit « Je ne veux pas être embaumé, je veux simplement que l'on ne fasse rien sur mon corps, simplement que l'on ouvre sur le côté pour enlever le cœur et que le cœur soit déposé au Val-de-Grâce. » Donc Anne d'Autriche ayant demandé de manière extrêmement spécifique de ne pas être embaumée, bien sûr, elle n'a pas subi ce traitement. Mais c'est une exception, et justement, pour ne pas l'être, il a fallu qu'elle demande de manière très très claire dans son testament. Alors, comment Charlier et son équipe nous expliquent que ce crâne n'est pas ouvert et n'a pas été vidé comme il aurait dû l'être? Ils nous expliquent parce que, alors en cherchant une citation quand même pas très convaincante, qui se trouve dans Lamartine, dans l'histoire des Girondins de Lamartine, écrit en 1847, dans lequel Lamartine décrit donc les profanations de 1793 à Saint-Denis, et nous dit, en substance, le cadavre d'Henri IV était très bien conservé, car il avait été embaumé avec l'art des Italiens. Lamartine ne nous explique pas du tout ce qu'il entend par art des Italiens. Il ne nous dit pas que ça consiste à ne pas ouvrir le crâne, il nous dit simplement qu'il a été embaumé avec l'art des Italiens. Or, on sait déjà dans un premier temps que l'histoire des Girondins de Lamartine, qui était un grand poète et un homme politique tout à fait flamboyant, ne brille pas par l'exactitude historique. La plupart des historiens, déjà à l'époque et encore plus aujourd'hui, mettent en cause énormément de choses dans ce récit picaresque, mais qui a été écrit au fil de la plume, parce que d'abord, Lamartine avait de grands ennuis d'argent à ce moment-là, elle a écrit ça très vite et sans trop vérifier ses sources, et de toute manière ça ne le dérangeait pas beaucoup, il le dit lui-même, je n'ai pas voulu faire œuvre d'historien, mais édifier le peuple, etc., sur la Révolution. Donc, cet art des Italiens, Lamartine ne nous dit pas ce que c'est, ne nous dit pas en quoi ça consiste, ne nous dit pas où il trouve l'expression, mais Charlier nous dit ça doit être le fait de ne pas ouvrir le crâne. Pourquoi? Parce qu'il nous dit eh bien, les Médicis, famille de Marie de Médicis, de la reine de France, de l'épouse d'Henri IV, les Médicis avaient l'habitude de ne pas ouvrir le crâne de leur grand-duc lorsqu'ils les enterraient et de les laisser entiers. Le problème, c'est que lorsque on s'adresse au grand spécialiste de la question, celui qui a mené les fouilles à Florence dans les années 90, qui est donc Gino Fornaciari, dont je parlais tout à l'heure, il vous dit non, pas du tout, cet art des Italiens, c'est une fiction. Lorsque l'on étudie les crânes des Médicis, effectivement, certains n'ont pas le crâne ouvert, mais d'autres, en aussi grand nombre, ont le crâne ouvert, et on ne sait pas bien pourquoi. Certains ne l'ont pas été, certains l'ont été. En tout cas, à l'époque d'Henri IV, on a en 1609, donc un an avant la mort d'Henri IV, le grand-duc Ferdinand Ier, qui était l'oncle de Marie de Médicis, meurt, et bien son squelette a le crâne scié tout à fait à la manière d'Ambroise Paré, à la manière française. Il a reçu un embaumement tout à fait classique.
Le propre frère de Marie de Médicis, qui était mort enfant quelques années auparavant, a également le crâne scié. Donc tout ça n'est pas du tout probant. Il n'y a pas un art des Médicis qui consisterait à ne pas scier le crâne des rois ou des grands-ducs. D'autant que, et là c'est tout un chapitre de mon livre, parce que je suis allé rechercher tous les traités médicaux italiens qui pouvaient parler de la chose, d'autant que tous ces traités médicaux sont à peu près sont très similaires aux traités français, ont la même évolution, je dirais, historique que les méthodes d'embaumement ont la même évolution en Italie, que ce soit en Italie du Sud ou en Italie du Nord d'ailleurs, qu'en France. Donc tout ça n'a pas beaucoup de sens et, comme je vous le disais, les spécialistes italiens, Fornaciari, Ugo Rollo, etc., disent comme moi que cette idée d'un art de l'Italie du Nord, parce que Charlier nous dit, parce que dans l'Italie du Sud, à Naples, tous les crânes sont sciés, mais là il dit il devait y avoir une exception en Italie du Nord, ce qui en plus montre bien l'inconnaissance de ce que pouvait être l'art médical à la Renaissance ou à l'époque médiévale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de frontières pour les études médicales jusqu'au XVIIIe siècle. Tous les médecins utilisaient le latin, il y avait un échange permanent entre les facultés d'Europe à cette époque, donc ça n'a aucun sens d'imaginer qu'il y aurait pu avoir une pratique particulière dans une partie particulière de l'Italie qui ne se serait pas propagée au reste de l'Italie, qui serait différente de ce qui se trouvait en France. On sait par exemple que les traités d'Ambroise Paré ont été traduits, d'abord il l'avait publié en latin, ce qui permettait à beaucoup de médecins et de chirurgiens de les lire directement, mais aussi ils ont été traduits très vite en italien, en allemand, en anglais, etc. Donc tout ça n'a absolument pas de sens. Donc on a... et en plus, pour terminer sur ce point de l'art des Italiens, de ce mythique art des Italiens, Charlier nous dit c'est Marie de Médicis qui, étant une Médicis, aurait imposé à la cour de France, au moment de la mort de son mari, cette méthode qui serait une méthode italienne, vu qu'il n'existait pas. Or, Marie de Médicis, comme je l'ai dit, elle-même a subi une craniotomie. L'année suivante de la mort d'Henri IV, elle fait subir une craniotomie à son fils. Tout le monde a le crâne ouvert dans l'entourage royal. Et en plus, ce qui était intéressant, et c'est ce que souligne d'ailleurs le professeur Joël Cornette dans sa préface, Henri IV et Marie de Médicis ont toujours eu à cœur, je dirais, de respecter au maximum la tradition royale. La dynastie Bourbon était une dynastie de nouveaux venus, d'une certaine manière, puisqu'elle succédait aux Valois. Elle ne se raccrochait à l'arbre capétien de matière masculine, de façon masculine qu'en remontant à Saint-Louis. Donc il fallait que Henri IV enracine dans la légitimité de cette nouvelle branche de la famille. Donc ils se sont toujours attachés, aussi bien Henri IV que Marie de Médicis, à respecter de manière scrupuleuse toutes les traditions des précédents rois, des prédécesseurs. Et donc en matière de rituels funéraires, on n'imagine pas Marie de Médicis faisant une révolution comme ça en disant non, je ne veux pas que le crâne de mon mari soit ouvert, pour des raisons qui n'existaient pas en plus. Donc pour tout ça ne tient pas. Alors, passons maintenant à la deuxième étape qui est les exhumations de 1793. Alors on sait qu'en octobre 1793, les tombeaux de Saint-Denis vont être violés et que donc les corps vont être sortis de leur cercueil, vont être exposés pendant quelques temps et jetés ensuite dans une fosse commune. Le premier à être ouvert, donc le 12 octobre, c'est celui d'Henri IV. Qui est bien conservé. Tous les témoins nous disent qu'il était très bien conservé, qu'on le voyait encore, que le visage était reconnaissable. Alexandre Lenoir dit même quelqu'un qui aurait vu la statue d'Henri IV sur le Pont-Neuf pourrait le reconnaître aisément. Or, quand on voit la tête Bourdet, faut vraiment avoir beaucoup d'imagination pour reconnaître Henri IV au premier coup d'œil. Bon, déjà, premier point. Et puis, on a un certain nombre de témoignages, en particulier donc, ce témoignage d'Alexandre Lenoir. Je rappelle qui était Alexandre Lenoir, qui était le fondateur du musée des monuments français, et donc qui a été celui qui a sauvegardé énormément
de témoignages architecturaux de l'Ancien Régime, gothique, etc., parce qu'il a obtenu qu'il ne soit pas détruit et qu'il soit déposé dans ce monument, en particulier les tombeaux de Saint-Denis vont être sauvés comme cela. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'à l'époque, à la fois, on a le vandalisme révolutionnaire, qui fait suite d'ailleurs au vandalisme du XVIIIe siècle, parce que le XVIIIe siècle n'aimait pas le gothique, qu'il considérait comme très barbare, et il y avait beaucoup de destructions qui avaient déjà eu lieu, et on pensait déjà à Saint-Denis détruire une partie de la basilique gothique pour la remplacer par quelque chose de plus moderne, déjà à l'époque de Louis XVI. Donc c'est déjà quelque chose, ce vandalisme, qui prend là une forme de violation sacrilège, bien sûr, et pour détruire l'Ancien Régime. Mais l'idée de ne pas respecter comme cela les traces du passé, c'était quelque chose qui était quand même assez courant au XVIIIe siècle. On a détruit beaucoup, avant la Révolution, de témoignages du Moyen-Âge qui étaient considérés comme une période barbare et obscure. Donc, comme je disais, à l'époque de la Révolution, on a à la fois ce vandalisme révolutionnaire et, parallèlement, c'est le moment où va naître l'idée de conservation et de sauvegarde du patrimoine. C'est un peu paradoxal, mais il y a un peu les deux en même temps. Et Alexandre Lenoir va être celui qui va être à la pointe de cette sauvegarde, de cette conservation du patrimoine, à titre culturel, à titre artistique, en disant ce sont des témoignages de l'art du passé, et donc même si c'était les rois, etc., il faut le garder parce que c'est des témoignages de l'industrie et de l'intelligence et du sens artistique des hommes du passé, de nos ancêtres. Donc Alexandre Lenoir a été préposé pour surveiller ces violations de sépultures, pour mettre de côté un certain nombre d'objets qui pourraient être sauvés. Et lui va nous donner un témoignage oculaire donc de ces exhumations, en particulier donc celle d'Henri IV. Et dans celle d'Henri IV, il nous dit le corps d'Henri IV était donc très bien conservé et son crâne était ouvert et rempli d'aromates et exhalait encore un certain nombre et rempli d'étoupes et d'aromates et exhalait encore une odeur assez forte d'aromates. Alors on nous dit ce témoignage, il est tardif, il est de 1801, parce qu'effectivement, Alexandre Lenoir va le publier dans un de ses livres en Musée des Monuments Français en 1801, c'est donc 7 ans après les événements, ce qui n'est quand même pas très très tard après les événements, mais disons que c'est effectivement postérieur aux événements. Alors déjà, c'est quand même un peu étonnant de la part de gens qui font tout leur raisonnement sur le texte de Lamartine de 1847, qui, lui, n'a absolument assisté à rien, qui écrit au fil de la plume et qui nous parle d'un art des Italiens complètement abracadabrant. Là, il faut croire Lamartine, parce qu'évidemment, ça arrange le raisonnement de ces messieurs. Mais là, un témoin oculaire, Alexandre Lenoir, qui est quand même un type sérieux, qui n'a pas vraiment de raison de mentir, en l'occurrence, et qui nous dit, voilà, le crâne était ouvert et sentait les aromates, qui en plus fait un dessin à la plume de cette momie, qui est conservée actuellement au musée du Louvre. Alexandre Lenoir, non, il ne faut pas le croire parce que le témoignage est de 1801. D'ailleurs, il n'est pas vraiment de 1801 parce qu'il y a déjà un premier témoignage, il a fait un premier compte-rendu qui est, lui, quelques semaines après les événements, donc en novembre ou décembre 1793, donc vraiment sur le coup. C'est un témoignage manuscrit qui se trouve aux Archives nationales, qui est écrit au fil de la plume, où il dit à peu près la même chose. Il dit le corps d'Henri IV était bien conservé et tout, et il met juste ensuite alors c'est là où il y a un petit problème, il dit leur cerveau, leur crâne était ouvert et leur cerveau vidé, etc. Alors leur au pluriel, donc il vient de parler d'Henri IV, mais il met leur au pluriel, alors on peut dire, mais est-ce qu'il parle d'Henri IV à ce moment-là? En tout cas, il y a quand même un témoignage déjà en 1793 où Lenoir évoquait déjà cette craniotomie. Un autre témoignage que j'ai trouvé et que j'avais vu nulle part jusqu'à maintenant, qui est d'un autre témoin oculaire moins connu. Alors, il est à prendre ce témoignage avec un petit peu plus de réserve parce qu'il ne sera publié que assez tardivement. C'est un certain Labiche Duval, qui était un auteur dramatique de la Restauration et de la monarchie de Juillet, qu'il ne faut pas confondre avec Eugène Labiche, d'ailleurs, mais qui était assez connu à cette époque et qui au moment de la Révolution, avait 16-17 ans et s'était amusé. Donc il était étudiant à Paris et il avait, plutôt que d'aller suivre les cours, il allait voir un peu tous les événements qui se passaient et il a donc assisté à ces événements de Saint-Denis.
Et il y raconte dans ses Souvenirs de la Terreur qu'il ne publiera que en 1840 par là, donc sous Louis-Philippe, donc relativement tardivement. Mais bon, c'est quand même son témoignage à lui, c'est un témoignage bon, qui, je dirais, sonne vrai par bien des aspects, et qui ne recopie pas d'ailleurs du tout Alexandre Lenoir. Et lorsqu'il parle d'Henri IV, il parle aussi du crâne ouvert, et là il dit qu'il avait été remplacé par, lui dit, une éponge, hein, au lieu de tout. Mais bon, il donne le même témoignage qu'Alexandre Lenoir. Alors, je donne ce témoignage de la Biche du Val sous toute réserve, je ne dis pas que c'est déterminant, je dirais que c'est quand même quelque chose d'intéressant, puisque c'est quelqu'un qui manifestement a assisté aux événements, qui semble assez crédible. Hein. Tout le monde dit que son témoignage, ses souvenirs de la terreur sont assez crédibles, sont assez bien documentés. Voilà. D'ailleurs, on peut penser que Lamartine, qui écrit quelques années plus tard, s'est inspiré de la Biche du Val pour un certain nombre de ses descriptions de la période de la terreur, et en particulier de Saint-Denis, puisqu'il fait la même erreur que la Biche du Val, parce qu'à un moment, la Biche du Val parle d'un certain Javogue, qui était donc un conventionnel, qui était, selon lui, qui assistait selon lui aux profanations. Or, la Biche du Val s'est trompée de nom, c'est pas Javogue, hein, ça devait être un autre conventionnel, et Lamartine fait la même erreur et recopie le même nom, donc on peut penser que Lamartine a recopié assez directement la Biche du Val. Alors, non seulement il y a cet élément qu'en 1793, le corps n'a pas été, le corps de Henri IV, selon au moins un témoin oculaire, était ouvert, le crâne était ouvert et rempli d'aromates. Dans un deuxième temps, on n'a aucun témoignage d'aucune sorte qui pourrait nous laisser entendre que ce corps aurait été décapité à un certain moment et que quelqu'un aurait pu s'emparer de ce crâne. Au contraire, tous les témoins nous expliquent que donc, le corps a été sorti du cercueil le 12 octobre, a été posé contre un pilier pendant 2 jours. Donc le 12 octobre était un samedi, donc le lendemain les ouvriers n'ont pas travaillé, et donc pendant toute la journée du dimanche, les gens ont défilé devant ce corps. C'était le seul qui avait été sorti de son cercueil à ce moment-là. On nous dit, alors Lenoir nous dit à un moment que un soldat aurait coupé une partie de la moustache ou de la barbe d'Henri IV, parce qu'il avait une barbe encore très bien fournie, en éventail, avec la moustache et les cheveux. D'ailleurs, on le voit sur le dessin que Lenoir fait. Et ce qui est un peu étonnant, c'est que le crâne Bourdet n'a absolument plus aucun cheveu. Alors, on peut imaginer qu'ayant été tripoté abondamment pendant un siècle, ensuite il aurait perdu ses cheveux. Mais enfin bon, en tout cas, il ne correspond pas vraiment à l'image, et on verra qu'il ne correspond pas surtout sur un autre point. Et donc, tous les témoignages de l'époque, donc hors de celui de Lenoir, nous disent que ce corps a été donc exhumé, déposé contre une colonne pendant 2 jours, et le 14, donc le lundi, finalement, le lundi après-midi, jeté à la fosse commune. Donc le premier corps qui a été jeté dans le fond de la fosse, et qu'ensuite on a jeté par-dessus les corps de Louis XIII, de Louis XIV et de tout le reste de la famille. Donc le corps d'Henri IV était au fond de la fosse, pas très accessible puisque les autres étaient par-dessus. Hein. On sait même que celui de Louis XIV, je crois, était tête bêche par rapport à celui d'Henri IV et le couvrait presque entièrement. Donc si quelqu'un s'était amusé à vouloir lui subtiliser la tête, hein, il aurait fallu qu'il descende dans la fosse nuitamment, puisque dans la journée il y avait quand même beaucoup de monde et ça se serait vu. En plus, il est probable qu'on avait déjà jeté de la chaux dessus pour commencer à décomposer les corps, donc il aurait fallu qu'il déplace les corps, qu'il coupe la tête, qu'il l'embarque, etc. On n'a absolument aucune, je dirais, en histoire, on ne fait pas d'histoire avec des suppositions, on n'a aucune possibilité. Bien sûr, c'est pas impossible, hein. Rien n'est impossible. Il n'est pas impossible que Ravaillac soit un martien débarqué d'une soucoupe volante et qu'il est, c'est tout à fait possible. Mais en histoire, on ne se contente pas de penser que ce qui est possible est vrai. Il faut que ce soit non seulement possible, mais que ce soit avéré et que ce soit contrôlé par un certain nombre de documents, et que ces documents se recoupent. Or, en l'occurrence, on n'a absolument aucun document qui nous laisse penser que ce corps aurait pu être décapité. Au contraire, tout laisse supposer qu'il a été jeté au fond de la fosse commune, recouvert par les autres, et ensuite dissous par la chaux vive que l'on a jetée par-dessus. Alors, d'ailleurs, aussi un élément dont je vais pouvoir parler maintenant, sur le dessin de Lenoir, qui représente donc la momie d'Henri IV sortie du tombeau, on voit que la bouche est tout à fait fermée comme ça. Hein.
la mâchoire est fermée, bien serrée. Hein. Or, la tête Bourdet a la mâchoire, le mandibule, bien ouvert. Hein, et on voit que les muscles n'ont pas été déchirés par cette ouverture. Donc ça veut dire que le crâne s'est momifié bouche ouverte. Donc ça ne peut pas être celui d'Henri IV, puisque celui d'Henri IV avait été momifié bouche fermée, puisque lorsqu'on l'a sorti de son tombeau, eh bien la bouche est fermée. Et donc si on avait ouvert ensuite la bouche violemment pour extraire des dents, par exemple, pour toute autre raison, eh bien ça verrait, les muscles seraient déchirés et ça se verrait très bien donc sur la tête Bourdet, et donc ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc rien que cet élément déjà peut nous dire que ce n'est pas la tête d'Henri IV. Alors en 1817, lorsque Louis XVIII demande que l'on sorte, que l'on exhume à nouveau les corps donc des fosses communes pour les replacer à l'intérieur de la cathédrale, enfin de la basilique à l'époque, qui est une cathédrale aujourd'hui, eh bien, c'est le Noir qui, à nouveau, est préposé pour cette opération. C'est assez extraordinaire, parce que le Noir avait su manœuvrer extraordinairement bien. Hein, entre les révolutionnaires, Napoléon et Louis XVIII, ils ont toujours réussi, comme beaucoup de gens à l'époque, à toujours sauvegarder sa tête et garder sa place. Donc finalement, lui qui avait été un des profanateur d'une certaine manière, en tout cas il n'a pas profané directement, mais il avait quand même été un des officiels qui avait participé à ces opérations, et eh bien il est en 1817 officiellement celui qui va procéder, superviser les opérations de réexhumation pour rendre une sépulture décente à tous ces rois de France qui avaient été jetés dans une fosse commune. Or quand on ouvre les fosses communes, il y en a deux, et eh bien on se rend compte que la chaux-vive et puis le temps, ça fait plus d'une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années, on dissout complètement les corps, qu'il n'y a absolument plus rien de reconnaissable, qu'il y a des morceaux d'ossements épars, mais qu'aucun corps n'est reconnaissable, n'est entier, etc. Donc on ne peut pas essayer de reconnaître tel ou tel roi. Donc on décide de tout remettre dans des grands coffres, des grands cercueils, et d'ailleurs ces grands cercueils sont placés actuellement dans la crypte des Bourbons, derrière des murs, donc ces grands cercueils qui contiennent les ossements de tous les rois et de tous les princes depuis les premiers Capétiens jusqu'au premier fils de Louis XVI, qui était le premier dauphin, mort en 1789. Le procès verbal d'exhumation nous dit simplement, et c'est là qu'on peut faire dire au texte ce que l'on veut quand on est un petit peu, je dirais pas malveillant, mais en tout cas quand on veut leur faire dire des choses, en tout cas pas très rigoureux, le procès verbal d'exhumation nous dit rien n'était intact, tout était en magma informe, sauf trois portions de corps, trois portions inférieures de corps, qui avaient été détachées de la partie supérieure par un affaissement de terrain. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des portions, probablement les hanches, les jambes, peut-être une partie de la colonne vertébrale, de trois corps qui étaient placés côte à côte, qui restaient à peu près dans cet état-là, et qui, par un affaissement du terrain, un bouleversement dans la fosse commune, s'étaient détachés de la partie supérieure, donc de la tête, des épaules, des bras, voilà, qui s'étaient trouvés plus bas. Donc on a les seules choses qui avaient encore un peu figure humaine, si je peux dire, c'était ces trois parties inférieures de corps. Or, Bourdet dans un premier temps, et puis Charlier et consorts aujourd'hui nous disent, s'il y avait trois parties inférieures de corps, ça veut dire qu'il y avait trois corps décapités. Vous voyez, trois parties inférieures, ça devient trois corps décapités. Ça veut dire qu'on avait volé des têtes. Donc, il y a eu des vols de têtes en 1793. Vous voyez, le glissement, je dirais, à partir. Alors que, en fait, si on lit bien le texte, ça veut dire le contraire, puisqu'on nous dit que les corps ne sont pas décapités, mais qu'il y a eu un affaissement et que le reste, le surplus du décor, ils sont là, mais ils sont plus bas ou plus haut, voilà, et qu'il n'y a pas eu, qu'il y a eu déplacement simplement de ces restes, qui absolument pas, on ne nous parle pas de décapitation ou de tête ou quoi que ce soit. Et en plus, ça ne pourrait pas être de toute manière Henri IV, puisqu'on sait qu'Henri IV a été placé au fond du trou, a été placé sur la terre vierge, hein, vraiment, c'est le premier à avoir été déplacé, donc aucun affaissement
du terrain auraient pu, je dirais, décapiter Henri IV, puisqu'il était au fond et que donc c'est nécessairement des corps qui se trouvaient au-dessus. Bon, toujours est-il, ça montre un petit peu comment on peut torturer comme ça les textes et avec un manque de rigueur historique leur faire dire à peu près n'importe quoi. Alors, je continue encore un petit peu encore 5 minutes. Je vais essayer de... Alors, on pourra parler peut-être, d'ailleurs, oui, comme ça, je ne parlerai pas des points scientifiques qu'on pourra évoquer dans la discussion. Alors, donc, je résume. 1610, au moment de l'embaumement, tout laisse à penser que l'embaumement a été normal et donc a été traditionnel et que le crâne a été ouvert. 1793, rien ne montre au contraire que le corps d'Henri IV aurait pu être décapité et un des témoins les plus sérieux, Alexandre Lenoir, nous le décrit comme ayant été ouvert et rempli d'aromates, ce crâne. Et dernier point, donc je vais terminer là-dessus, les tenants de l'authenticité de ce crâne ne nous disent absolument pas, d'abord, qui aurait pu voler ce crâne, parce qu'ils ne le savent pas. Alors ils nous disent ça pourrait être Alexandre Lenoir. D'abord, pour l'affirmer, il faudrait déjà pouvoir en avoir des éléments, le début d'un élément de preuve ou de présomption. Absolument aucun. Alexandre Lenoir n'a jamais parlé du crâne d'Henri IV. S'il en a parlé justement pour nous dire qu'il était ouvert et rempli d'aromates. Or, c'est assez étonnant que si Alexandre Lenoir avait volé le crâne, le vrai crâne d'Henri IV, pas celui de Bourdet en l'occurrence, qui était selon ses tenants un crâne non momifié, un crâne non ouvert, complètement intact, etc., avec son cerveau, sa langue, ses yeux, etc., il nous aurait décrit dans son musée des monuments français un crâne ouvert, rempli d'aromates. C'est quand même un petit peu étonnant. Donc, Alexandre Lenoir, on ne sait pas pourquoi il aurait volé ce crâne, on n'a aucun document qui nous l'indique. En plus, en 1817, au moment de la restitution, il est évident que si Alexandre Lenoir avait possédé le crâne d'Henri IV, il se serait empressé de l'apporter à Louis XVIII en lui disant « Sire, j'ai, au prix de ma vie, subtilisé ce crâne, soustrait ce crâne pour la plus grande gloire des Bourbons, le voilà, c'est le crâne d'Henri IV, et il aurait été couvert d'honneur, parce que contrairement à ce que disent Charlier et ses amis, les gens qui s'étaient permis de prendre des petites parcelles, parce qu'effectivement, il y a quelques petites parcelles, quelqu'un a pris un ongle, une dent, quelques cheveux, des choses comme ça, eh bien, se sont empressés d'aller les donner au roi en disant, vous voyez, comme j'étais un bon royaliste, en pleine révolution, j'ai pris le risque par amour des Bourbons, par amour de la royauté, et toutes les fois, ils ont été félicités, récompensés, etc. On leur a dit, ils n'ont jamais été condamnés pour cela. Donc, on ne voit pas bien pourquoi Alexandre Lenoir se serait amusé à garder ce crâne sans en parler à personne, sans en parler à ses descendants. L'aurait-il donné à ses descendants? Ni son fils ni son petit-fils n'en parlent. Alors, le petit-fils qui était artiste peintre à Paris à peu près à la même époque que Eman allait Poussin, Charlier et son co-auteur nous disent, vous voyez, c'est bien la preuve. Ils étaient artistes peintres à Paris tous les deux. Ils ont dû se connaître. Donc, il a dû lui donner le crâne. D'accord, je veux bien. Pourquoi, comment... Voilà. Donc, tout ça fait que cette histoire n'a aucun sens, si vous voulez, qui, à aucun bout de la chaîne historique, il n'y a d'éléments probants, il y a au contraire des éléments qui nous tendent à penser le contraire. Donc l'enquête historique était tout à fait bâclée, était tout à fait même un peu travestie sur certains points, et en la replaçant tout à plat, en reposant tout à plat, on se rend compte que l'idée que ce soit la tête d'Henri IV s'éloigne beaucoup. Alors maintenant, si vous voulez, on pourra parler des différents points scientifiques qui ont été les fameux 23 points, les 23 preuves qui authentifieraient de manière indubitable à 99,9% de certitude l'authenticité de ce crâne. On peut les voir, si vous voulez, un par un, la boucle d'oreille, l'image 3D, la superposition faciale, la blessure à la lèvre, le profil isotopique au plomb,
les odeurs respirées par les nez parfumeurs, l'ADN, etc. Si vous voulez, on peut voir tout ça, voir en quoi tout cela n'est pas très sérieux non plus. Voilà, si vous voulez, on peut passer aux questions. Merci Philippe. Donc le débat est ouvert.